Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission dans laquelle vous allez trouver encore des clés pour créer votre bonheur à deux. Toutes les clés pour être heureux à deux. J'aime ce slogan. Je voudrais peut-être déjà commencer par l'anecdote d'un pasteur qui disait que quand il recevait un couple qui voulait se marier et que ce couple, alors qu'il lui posait la question de savoir est-ce que vous avez déjà eu des disputes, des conflits, et que le couple répondait non, pas du tout, nous n'avons eu aucune dispute, vraiment, on ne se dispute pas. Eh bien le pasteur renvoyait ce couple en disant je veux bien vous marier ou bien éventuellement vous préparer au mariage, mais après que vous ayez eu une dispute. C'est très intéressant parce que ça permet déjà d'emblée de donner au couple un signal qui montre que la dispute est un outil qui fait partie de la vie à deux. Je discutais avec deux garçons, deux frères la semaine dernière et je leur expliquais combien c'était important de regarder la fratrie, qu'elle soit avec des frères ou avec des sœurs, comme un lieu dans lequel on apprend le conflit. Le gros avantage de la fratrie, c'est qu'en réalité, on ne va pas choisir son frère ou sa sœur. Et c'est pareil, quand on est enfant, on ne choisit pas ses parents. Donc, on va se disputer avec l'un ou avec l'autre, on va se réconcilier, puis on va se redisputer, et puis on en aura marre, on ne veut plus le voir, puis finalement on le voit quand même. Et c'est vraiment comme si on vivait un entraînement au conflit. Cet entraînement au conflit de l'enfance, de l'adolescence, de la vie de jeune adulte, peut servir à la vie à deux quand on a véritablement appris à créer des conflits, appris à vivre le conflit, même si on ne le crée pas. Mais qu'on soit à l'initiative d'un conflit qui se déclenche ou qu'on subisse quelque part un conflit qui se déclenche, eh bien l'état d'esprit dans lequel on verra le conflit va être en partie teinté par ce qu'on a appris dans notre enfance et notre adolescence dans la fratrie ou dans la relation avec les parents. Alors même si la relation avec les frères et sœurs ou les parents s'est pas très bien passée, qu'on n'a pas su gérer les conflits, eh bien c'est pour moi bénéfique de se projeter dans l'idée que en couple, il y aura des conflits. Alors comme on ne peut pas les éviter, eh bien autant les accueillir et se demander qu'est-ce qu'on va en faire. J'ai ici le livre Les 8 langages amoureux, n'importe quoi, je fais un mix entre les langages de l'amour et les rendez-vous amoureux. Celui-ci, c'est les 8 rendez-vous amoureux de John et Julie Gottman, alors que je pensais au langage de l'amour de Gary Chapman, il y en a 5, il n'y en a pas 8. Donc dans ce livre, et John et Julie Gottman écrivent ceci. Les couples heureux ne sont en soi pas si différents des couples malheureux. Ils sont simplement capables de réparer plus facilement et plus rapidement les dommages qu'a subi leur relation, de façon à pouvoir de nouveau profiter du plaisir d'être ensemble. Ils sont capables de réparer plus facilement et plus rapidement les dégâts de leur relation. Ça veut dire que ce sont des couples qui sont capables de regarder le conflit comme n'étant pas un signal disant que ça va pas. Alors, première piste que je peux vous donner, première clé pour accueillir les conflits, de ne pas les regarder comme étant des signaux de problème. J'aime bien utiliser cette image du responsable d'entreprise qui, quand quelqu'un vient lui présenter un problème dans son bureau, il dit « Si vous me le présentez comme un problème sans amener de solution ou d'éléments me disant que vous avez appris quelque chose, c'est que vous faites partie du problème. » Dans votre couple, profitez de cette même état d'esprit, j'ai envie de dire, en vous disant que le conflit, la dispute, n'est pas un problème en soi. Ce problème sera consécutif à cette dispute si on n'arrive pas à en faire quelque chose de constructif, si on n'a pas pris l'opportunité de cette dispute, de ce conflit pour se dire tiens, qu'est-ce que j'apprends de moi, qu'est-ce que j'apprends de l'autre, qu'est-ce que j'apprends de notre relation, est-ce que la direction dans laquelle nous allons peut-être est en train de différer de ce vers quoi nous avons choisi de nous diriger, est-ce que certaines valeurs, certaines choses en moi ou dans mon conjoint ont changé, sont en train de se mettre en branle. Voilà, je dresse un tableau très rapide là-dessus, mais voyez que c'est déjà, par le biais de la question, une opportunité pour se poser des questions, pour se dire, le conflit n'est pas forcément négatif. Ne regardez pas le conflit comme négatif. Pour illustrer ça, je dirais la même chose de la colère, par exemple. Certains me disent, oui, je me mets en colère, ou il se met en colère, c'est pas bien, c'est négatif. C'est pas négatif, la colère en soi.
Ce qui est négatif, c'est ce qu'on en fait, si on détruit les autres ou qu'on se détruit. Mais en soi, la colère est une émotion à accueillir comme toutes les autres, comme la joie, comme la tristesse, comme la honte, qui n'est pas négative, la tristesse, ni la honte, ni la peur. Donc vraiment, regardez vos conflits comme étant des événements qui sont neutres, que vous ne maîtrisez pas, parce qu'un conflit survient, hop, vous êtes dessus, comme s'il y avait une tuile qui vous tombait du toit, et que vous en profitez, pardon, pour vous poser la question, de vous dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça n'arrive plus, qu'est-ce qui s'est passé, comment comprendre cela, remettre les choses en perspective de manière à mieux comprendre ce que vous vivez. Donc, première chose, et j'insiste, accueillez vos conflits comme des événements à partir desquels vous n'allez pas forcément vous dire c'est le signe que ça va pas. Voilà. Il y a des croyants qui aiment ça et disent c'est un signe. Non, sortez de ça, c'est pas un signe, c'est une opportunité. Si vous prenez vos conflits comme des opportunités, vos disputes comme des opportunités, ça veut dire que vous allez essayer de vous en enrichir, de voir les portes qui s'ouvrent, les fenêtres qui se ferment, les opportunités qui se créent, les chemins nouveaux qui se tissent. C'est ça, c'est dire des opportunités. C'est se dire, je vais profiter de ce qui se passe pour. Qu'est-ce que je peux en tirer? Quel bénéfice puis-je en tirer? Je ne dis pas que pendant que votre femme ou votre mari vous prend la tête parce que vous n'avez pas fait les choses comme il voulait, etc., que vous pouvez tout de suite vous dire qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux en faire. Non, on n'est pas à chaud. Mais prenez du recul, au bout de quelques heures, quelques jours, pour vous retrouver seul à seul avec vous-même et vous interroger. Qu'est-ce que je peux apprendre de moi dans ma manière d'avoir répondu à ma femme? Qu'est-ce que je peux apprendre de moi ou découvrir sur mon fonctionnement dans ma manière d'avoir envoyé bouler mon mari? Qu'est-ce que je peux apprendre de moi sur l'intolérance dont j'ai fait preuve vis-à-vis de la réaction de mon fils ou de ma fille? Vous voyez? Vous pouvez donc saisir ces opportunités pour vous interroger sur vous. Ensuite, vous pouvez aussi le faire sur le couple. Qu'est-ce que je peux apprendre de notre couple par rapport à ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce que notre couple a à apprendre, nouvelles acquisitions à avoir? Est-ce que ce sont des opportunités pour changer quelques axes d'orientation de notre couple? Est-ce que c'est l'occasion peut-être de se retrouver, etc. Bon, alors déjà, vous pouvez faire ce travail seul à seul. Vous avez remarqué que pour l'instant, j'ai dit l'un se pose des questions sur ce qu'il apprend sur lui, ou bien il se pose des questions sur ce qu'il peut apprendre sur le couple. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en couple. Quand vous disputez, c'est en couple. Donc quand vous avez fait ce travail respectif de vous poser des questions, de vous demander ce que vous pouvez apprendre de vous et du couple, eh bien faites une mise en commun. Vous pouvez prendre rendez-vous en disant, écoute, suite à notre discussion d'il y a 2 jours, d'il y a 3 jours, j'aimerais qu'on se retrouve parce que j'ai pris le temps de réfléchir. J'aimerais que tu prennes le temps aussi de réfléchir. Peut-être si votre conjoint n'est pas au fait de ce qu'on est en train de partager là maintenant, vous pouvez lui dire de réfléchir sur qu'est-ce qu'il a appris sur lui-même, dans le cadre ou après ou pendant la dispute, qu'est-ce qu'il a appris sur notre couple. Du coup, il aura aussi les mêmes outils que vous pour faire en sorte que quand vous vous retrouverez ensemble, eh bien vous pourrez vous poser avec tous les deux une matière que vous allez amener sur la table. Ça ne veut pas dire que vous devrez être d'accord. Ça veut dire juste que vous pourrez partager cela et vous enrichir mutuellement, vous reposer des questions, poser des questions à votre conjoint, pour essayer de comprendre comment il a perçu les choses, pourquoi il les a perçues comme ça, qu'est-ce qu'il a blessé, qu'est-ce qui lui a fait plaisir, quel était son besoin. Oui, alors, troisième chose, justement, je viens de l'évoquer, c'est qu'une dispute n'intervient que parce qu'il y a un besoin non assouvi. C'est aussi simple que ça. Je dis ça comme ça avec un peu d'humour, mais oui, c'est pas si simple que ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de besoin non assouvi, il n'y a pas de dispute. Si votre conjoint répond à tous vos besoins, vous n'avez pas de dispute, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de préoccupation. Et si vous répondez à tous les besoins de votre conjoint, c'est pareil. Et si vous répondez à tous vos besoins à vous, indépendamment de votre conjoint, vous serez à l'aise, vous serez bien, vous serez en paix, et vice-versa. Je rappelle juste que vous êtes la première personne à appeler à répondre à vos propres besoins. Ne tombez pas dans le piège de bien des couples qui se sont mis en couple et qui ne se sont pas rendus compte qu'ils attendent de l'autre qu'il vienne penser ses propres plaies.
Nous sommes tous les couples dans ce genre de situation, à avoir épousé quelqu'un pour penser nos plaies. D'ailleurs, j'aime bien se faire épouser, c'est-à-dire qu'on va prendre la forme de, en espérant que l'autre va adapter sa forme à nous, évidemment. Euh, que ce soit en pleine conscience ou pas, sachez que de toute façon, dans un couple, on a tendance naturellement à attendre que l'autre participe à penser nos plaies. C'est d'ailleurs un des problèmes pour des couples pansements, c'est-à-dire qui se sont rencontrés lors de la crise de l'un et lors de la crise de l'autre, et que finalement ils se sont épousés parce qu'il y en avait qui avait un tel besoin et que l'autre y a répondu de manière efficiente, et bien au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, si l'un ou l'autre, ou même les deux, vont très bien et n'ont plus besoin de l'autre pour penser leur plaie, le couple est en péril. Si donc vous avez la conscience que votre couple passe par certains conflits qui est forcément, parce que je l'ai dit, en relation avec des besoins, donc vous êtes en conscience des besoins qui ont émergé pendant ces périodes de conflit, ben vous avez appris quelque chose de fort sur vous. Alors partagez-le. Peut-être que vous pouvez déjà commencer à vous poser la question comment vous allez répondre vous-même à votre besoin. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et peut-être que cela vous conduira à dire à votre conjoint que vous avez fait fausse route, vous avez attendu de lui qu'il réponde à votre besoin en priorité alors que vous n'avez pas pris soin de vous, et que vous voulez remettre les choses à leur place, dans l'ordre, et commencez vous-même par répondre à vos besoins, et expliquer en quoi vous avez besoin de ci, les frustrations que vous rencontrez, les raisons pour lesquelles ça vous met dans tel et tel état. Si vous n'avez pas réussi à faire ce travail, vous pouvez le faire en 1, 2, 3, 5 rendez-vous, peu importe. Mais que vous soyez en mesure d'identifier vos besoins. Je vais prendre un exemple. Vous rentrez du travail et vous avez faim. Vous êtes fatigué, vous avez faim. Vous rentrez, vous vous mettez sur le canapé ou sur votre smartphone, votre tablette, ou bien vous allez vous poser sur votre lit ou prendre une douche, je ne sais pas. Et votre conjoint arrive et vous fait la remarque que vous rentrez et vous ne foutez rien. Là peut émerger un conflit. Je fais pause sur la situation. Quel est le besoin de l'un? Quel est le besoin de l'autre? On va prendre d'abord le besoin manifesté par la personne qui vient vous faire la remarque en vous disant vous ne foutez rien. Tu rentres du boulot et tu es là et tu fous rien. Quel est son besoin? À dessein, je ne vais pas vous donner la réponse à ce besoin, parce que de toute façon, je n'ai pas la personne devant moi, mais si vous avez vécu des situations de cet acabit-là, ou même si ce n'est pas par rapport au retour du travail, mais à une situation assez proche, amusez-vous à identifier les besoins potentiels. Il peut y en avoir 1, 2, 3, 5. Faites la liste. Et à partir du moment où vous avez identifié cela, vous pouvez comprendre que votre conjoint se soit senti irrité, déçu, frustré, blessé, etc. et qu'il ait besoin d'exprimer le besoin. J'ai dit que je ne voulais pas vous donner les besoins, mais j'ai commencé à donner des pistes, donc je m'arrête là. Vous avez un besoin si vous rentrez du boulot et que vous vous posez sur votre lit, vous prenez une douche et que vous ne vous occupez pas de quelque chose que votre conjoint aurait voulu que vous fassiez, et votre conjoint avait aussi un besoin. Donc si vous vous répondez « oui, mais tu te rends compte que de toute façon, moi je rentre du boulot, je suis crevé, j'ai envie de me poser », ça veut dire que vous êtes en train d'exprimer quelque chose en relation avec votre besoin, vous aussi. Prenez donc aussi la mesure de voir quel est votre besoin. Et le mieux, c'est que vous profitiez de ce conflit pour vous dire « j'ai appris quelque chose ». Et si vous avez appris quelque chose, vous savez que vous avez quelque chose à changer, parce que ayant appris quelque chose, votre vie sera différente après qu'avant que vous ayez appris la chose. Si vous ne le faites pas, comme je le dis avec un peu d'ironie, quelqu'un qui a appris quelque chose et qui voit sa vie rester inchangée est un imbécile. L'intelligent, c'est quelqu'un qui a appris quelque chose et qui se dit « Ah, j'ai appris ça, comment je vais l'utiliser dans mon quotidien ?» Ça, c'est un signe d'intelligence. Donc, si vous avez appris quelque chose, vous allez le mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Si vous allez le mettre en œuvre dans votre vie quotidienne, il est possible, voire probable, que certains des conflits que vous avez connus dans le passé soient moindres grâce au fait que, suite à un conflit à un jour donné, vous avez appris quelque chose, donc vous avez changé quelque chose. Vous voyez déjà, rapidement brossé,
les bénéfices du conflit. Est-ce que vous voyez à quel point il est bénéfique de se disputer ? Pour ça, je vous dis disputez et disputez-vous bien. Profitez de vos disputes parce qu'elles vous éclairent sur vous, sur votre conjoint, sur votre couple, sur la direction dans laquelle vous allez. Profitez d'être un couple partenaire, collaborateur, c'est-à-dire que votre conjoint peut venir vous proposer des regards sur la manière dont vous avez agi, réagi dans le cadre de ce conflit. Finalement, je vous propose de ne pas vous camper dans une posture de défense en disant je me suis mis en colère, ou j'ai tapé du poing sur la table, ou je suis allé bouder dans ma chambre, et je ne veux aucune remarque, je ne veux rien entendre sur mon attitude, je suis comme ça, qu'on m'accepte comme ça. Acceptez-vous comme ça, vous déjà. Regardez-vous comme vous êtes, et à partir de là, vous pouvez, si vous voulez, évidemment, créer du bonheur dans votre couple, utilisez la clé qui consiste à regarder le conflit comme une opportunité pour apprendre de vous, pour travailler sur vous, pour changer, parce que vous estimez que vous avez besoin de changer. Comme je l'ai déjà dit sur une émission, ne changez jamais pour faire plaisir à votre conjoint, changez uniquement parce que vous estimez avoir besoin de changer, parce que vous estimez que si vous changez, votre vie sera meilleure, votre couple vivra quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus heureux, de plus simple, de plus profond, de plus intense, et tous les qualificatifs que vous pouvez y ajouter. Alors s'il vous plaît, ne fuyez pas les conflits. Je sais que certains tempéraments n'aiment pas le conflit. Parce qu'on se dit, mais finalement, c'est pas bien. Restez dans une attitude neutre, sans jugement du conflit. C'est un événement, c'est neutre. Accueillez-le, vivez-le, et ne le fuyez pas. Parce que si vous fuyez le conflit, eh bien, pour l'avoir déjà fait, vous savez que vous vous baladez avec un conflit dans vos valises. L'inconvénient d'avoir fui un conflit, c'est qu'il risque de rejaillir à un moment sans aucune maîtrise, évidemment, de rejaillir à un moment où on ne s'y attend pas, de passer à côté de l'opportunité de grandir en tant que membre du couple, de passer à côté de l'opportunité de faire grandir son couple, et de passer à côté de l'opportunité de s'ouvrir et d'être vraiment soi, de se dire tel que l'on est vraiment dans son couple, et finalement de connaître et de se faire connaître, et de renaître ensemble en couple. Un couple heureux vit des conflits, les vit comme des opportunités, même si sur le moment c'est pas ressenti comme tel, mais il utilise ces conflits pour grandir, pour avancer, pour se découvrir, se laisser découvrir, se dire, se donner, recevoir, accueillir, aimer, embrasser et cheminer ensemble. Alors je vous souhaite de beaux conflits, de beaux conflits. Offrez-vous de beaux conflits. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.